De vendeur ambulant à directeur général d'une entreprise en passant par porteur, creuseur de sable, casseur de pierres. L'invité de ce jour est le prototype idéal d'une métamorphose, initiateur du concept métamorphose qui tend à sa deuxième édition a vu exploser plusieurs vies en commençant par la sienne. La preuve, il est directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes. Il est secrétaire général adjoint de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est enseignant, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour découvrir une vie de sans espoir qui donne espoir de l'invité de ce jour. Je vous dis bonjour et bienvenue parce que Mosaïque commence et c'est tout de suite. Vous répondez bien évidemment à votre rendez-vous de tous les mardis à 16h10 et dimanche à 10h10 sur le canal 37 TNT 609 BOTT, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, dans sa chronique Mosaïque qui fait l'unité dans la diversité. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'une des figures marquantes de notre pays fait mention. Il est déjà là et je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Nous allons très remercier et surtout nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Je suis flatté. Alors nous allons déjà commencer cette émission en entamant la première étape et cette étape justement c'est identité et c'est tout de suite. La première étape de cette émission consiste à vous soumettre un questionnaire de questions-réponses liées à votre identité. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Votre nom complet? Je m'appelle Joseph Mbouyi Mukendi. Joseph Mbouyi Mukendi. Yes. Ok, j'ai voulu dire Mukendi Tshimbi. Non. Alors, votre profession selon vous? Non, ma profession, je suis financier. Ok. Oui. Tout court. Oui. Pour l'instant, c'est comme ça que vous devez vous présenter en ce moment aussi. Bon, j'aimerais me présenter comme financier, tout court. Comme un financier. D'accord. Ouais. Lieu et date de naissance? Je suis né en Mbujimayi le 27 mai 1984. Ah, vous avez dit votre année. Rarement sont ceux qui le disent sur ce plateau. Et votre peur, plus grande peur? Ma plus grande peur, il y avait... Est-ce que j'ai peur? Non. La peur, c'est souvent le risque. Okay. Mais lorsque je n'aime pas que les risques puissent m'envahir, donc alors je fais tout pour transformer mes risques. Donc c'est un peu ça. La peur, j'ai la peur de l'échec. D'accord. J'ai la peur de l'échec, mais si je rencontre l'échec, je fais tout pour le surmonter. Tout à fait. Et votre casier judiciaire? Mon casier judiciaire, je dirais qu'il est vierge. On peut aller vérifier parce que une personne viendra toujours dire qu'il est vierge. Le casier judiciaire est vierge, mais consciemment, je sais qu'il est vierge. Je sais que j'ai été arrêté. Maintes fois d'ailleurs. Une fois, lorsque je participais à la marche en 2012, où nous étions en train de réclamer l'impérium, alors que la victoire d'Étienne Tshisekedi, notre victoire avait été volée par le pouvoir de l'époque. Okay. Alors, pendant que nous étions en train de faire des manifestations, manifester pacifiquement, alors les ennemis de la République de cette époque-là avaient choisi m'arrêter simplement parce que j'étais sur la route qu'on appelle l'avenue de la Victoire, en train de manifester librement afin de réclamer l'impérium. Et à ce moment-là, j'étais arrêté et heureusement pour moi, j'ai été acquitté après plusieurs interventions et je pense que... Ça n'a pas fait objet d'un remplissage dans un casier judiciaire. Non. Ok. Alors, l'un des moments douloureux de votre vie? Le moment douloureux de ma vie, je l'ai jusqu'à hier soir, c'est d'avoir perdu ma mère pendant que j'avais encore 9 ans. Si c'était possible, je ferais tout pour qu'elle soit là, pour qu'elle voie son fils, qu'elle conseillait à chaque fois, et qui est devenu son fils. J'aurais bien voulu que ma mère soit là, mais bon, Dieu en a décidé. Autrement, je l'ai perdu depuis que j'avais l'âge de 9 ans, mais je garde
soigneusement ses conseils et ça me vient souvent même quand je suis en train d'affronter la vie. Okay. Elle m'avait toujours dit de ne jamais oublier la voix de Dieu et de savoir que Dieu existe et il est à mes côtés. Et lorsque je tremble, ces paroles-là viennent en moi et je sais que j'ai Dieu à côté de moi. Ce sont les paroles que ma mère m'avait laissées. Tout à fait. Et on va vite passer ce chapitre, l'un des moments honorifiques de votre carrière. Les moments honorifiques de ma carrière, c'était lorsque j'avais eu la grâce d'être nommé par le président de la République, chef de l'État. En fait, c'est ma deuxième nomination parce que il a eu à me nommer. Récemment, vous avez dit que j'étais secrétaire général adjoint. Non, c'est secrétaire national adjoint. National. Il a eu à me nommer au sein du parti, UDPS. La première fois qu'il puisse me nommer, c'était au sein du parti. Et la deuxième fois, c'est au sein de la République où le jour où il m'a nommé en tant que directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'était le jour où j'ai reçu les félicitations, j'ai vu les appels, c'est bousculé sur mon téléphone. J'ai vu plein de choses et c'était vraiment une joie, une reconnaissance et j'avais vraiment rendu grâce à Dieu pour ces moments-là que j'avais vécu. Tout à fait. Merci beaucoup, surtout d'avoir joué le jeu pour cette première étape de cette chronique. Vous restez avec nous. C'est la fin de la première étape, mais non, la deuxième commence tout de suite. Phare du jour. 24 juin 2025, 174e jour de cette année, nous célébrons toutes ces personnes portant le prénom de Jean et Jeanne. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, nous célébrons la journée internationale des femmes qui font mention dans la diplomatie. Et pour ceux qui sont restés attachés à Lionel Messi parce qu'ils ont été barcelonais un jour et toujours, il célèbre aujourd'hui son anniversaire parce qu'il est né justement en 1987, justement à Rosario en Argentine. Alors, joyeux anniversaire à tous les Barcelonais supporters justement de Lionel Messi, même quand il joue justement à l'Inter Miami et de l'autre côté depuis 2023. C'est la fin de cette deuxième étape de cette émission, mais c'est pas la fin de cette chronique, mesdames et messieurs. Restez avec nous parce que oui, nous allons rentrer dans le tréfonds de notre invité pour puiser en lui justement tout ce qu'il cache dans son gosier. Restez avec nous parce que c'est invité, c'est tout de suite. La troisième étape de cette émission, je sais que vous en avez hâte parce que tout le monde se demande mais que cache l'invité de ce jour, assez pimpant dans sa peau que dans sa tenue, mais rassurez-vous que tout ce qu'il ressortira de son gosier va être aussi important pour toutes ces personnes qui nous suivent parce que je vous ai dit au début qu'il est initiateur du concept métamorphose, ce concept qui vise justement à changer des vies parce que lui-même est auteur d'un changement. Monsieur Joseph Mbouyi. Nous sommes déjà à cette troisième étape de notre tranche, notre chronique, où nous rentrons dans le tréfonds de ce que vous pouvez offrir à tout le monde, surtout et spécialement à la jeunesse. Est-ce qu'on peut déjà commencer par retracer en fait votre parcours de vendeur ambulant, comme on l'a dit au départ? Aujourd'hui, vous êtes directeur général d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez résumer en un mot, votre parcours? Waouh! S'il faudrait résumer mon parcours en un mot, ça s'appelle détermination. Ok. En un mot, ça s'appelle détermination. C'est ça. Simplement. Simplement. Détermination. Nous, on va noter ça. Partir de rien à l'existence, c'est la détermination. Parce que c'est pas facile. Ça fera 20 ans que j'ai 23 ans, mais 20 ans, parce que j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, mais depuis le jour où j'ai décidé d'exister sans existence, ça fera plus de 20 ans. D'accord. Alors, tout est parti d'une décision qu'il fallait prendre afin d'éviter d'être quémandaire, d'éviter d'aller se faire de travaux afin qu'on puisse te payer des miettes et tout.
Et cette décision, déjà, si on peut déjà commencer par s'atteler dessus, est-ce que ça a été facile pour vous, justement, de vous lancer en tant que casseur de pierre, porteur, vendeur ambulant, briqueteur, et en fait, toutes ces tâches, en tant que jeune homme adolescent qui se fait courir par des filles, ça ne vous faisait pas honte? Vous n'êtes pas rétracté à un moment? C'est pourquoi je parle de la détermination. Et là, vous allez supporter, je vais parler des mots et j'ai saisi la jeunesse directement pour transmettre une leçon par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai parlé de la détermination. Au fait, lorsqu'on est déterminé, on fait fi de l'environnement. Lorsqu'on est déterminé, on oublie un peu son environnement. Parce que la pesanteur, l'environnement constitue cette pesanteur-là qui va vous tirer vers les bas. L'environnement ne connaît pas les douleurs que vous êtes en train d'endurer en vous. Alors, il faut faire le choix. Vous voulez vivre pour les autres, mais vous voulez construire votre existence. Et c'est ce que j'étais face à ce dilemme-là. Il fallait que j'aille dans des endroits pour repasser les habits afin de me taper 2 boules de foufou. Il fallait que j'aille dans des endroits afin de faire des travaux dans des parcelles afin d'avoir à manger. Et quelquefois, il fallait, si tu les fais, après on te dit, il n'y a pas à manger. Après, on te donne certaines explications et tout. Après, tu te retrouves un peu, certaines personnes qui sont des petits, d'autres des grands. En fait, tu perds un peu l'estime de soi. Tu perds même le respect, le sens du respect dans l'environnement et tout. Et je m'étais décidé un jour, je finis j'étais à l'école, je finis avec l'école, je dépose mes objets à la maison. Je me dis non, je vais aller à Limba Terminus. Je vais aller là-bas, comme ça, je vais chercher à manger. J'étais chez une parenté. J'arrive là, il avait grandement plu. Je vois les gens sont restés dans la maison et moi, on m'a laissé à l'extérieur. Je suis resté à l'extérieur, je me suis mouillé jusqu'aux hanches là. J'ai dit tout ça pourquoi? En fait, j'ai dit tout ça pourquoi? Tout ça parce que je suis venu chercher à manger. J'ai dit mais non, j'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 bras, j'ai mes pieds et tout. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux plus continuer à me plaindre. J'arrête ça. Et je ferai tout ce que je peux faire pour que je puisse me construire un franc afin que je puisse manger de la sueur de mon front. Et c'est là qu'a commencé justement les sollicitations chez les briquetteurs, chez... Non, il y en avait. C'est comme je dis aujourd'hui. On ne va pas te solliciter. Les travails existent partout. En fait, ce n'est que toi, lorsque tu prends conscience, c'est alors que tu vas constater que mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Quelquefois, notre orgueil nous aveugle. Vous voyez, notre orgueil nous aveugle. Notre orgueil nous dit, toi, tu ne peux pas faire ça. Notre orgueil nous dit, ça, tu ne peux pas faire ça pour autant. Notre orgueil nous aveugle. Tu les dis, tu marches dans cette direction-là. Pendant que tu n'as pas un franc. Ce qui te plaît, c'est d'aller demander. Parce que tu sais, si tu commandes ici, on va te donner $10. Tu vas là-bas, on va te donner encore $20. Tu vas là-bas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu perds l'estime de soi. Tu perds le sens du respect. En fait, tu ne seras plus pris à ta juste valeur. Et il fallait arrêter ce cycle-là. Et lorsque j'ai arrêté ce cycle-là, alors j'ai décidé, désormais, de faire ce que je peux faire pour que j'aie moi-même un franc dans ma poche. Mais Monsieur Joseph, on parle de vendeur ambulant à directeur général. On a l'impression que c'est juste un passage. 20 ans. Mais on sait qu'entre les deux mondes, il y a eu beaucoup d'humiliation, beaucoup de regrets, beaucoup d'envie d'abandonner. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous relater, puisqu'on ne vous a pas ramassé dans la rue pour vous mettre au poste de directeur ou de secrétaire national? Oui. Il y a bien eu une transition qui vous a boosté. Oui, il y a une transition. C'est pourquoi je vous ai parlé de 20 ans. C'est une histoire qui date de 20 ans. Okay. Je vais les relater, mais ça ne sera pas assez étendu, parce que je ne sais pas j'ai combien de minutes. Alors, en résumé, je décide de commencer à creuser les sables, vendre le brick pour me taper un franc. Je l'ai fait pour me permettre de me taper quelque chose, parce qu'il fallait normalement que je puisse commencer à vendre quelque chose. Mais j'avais pas de capital. C'est pourquoi j'ai fait même une vidéo où j'ai dit, pour faire le business, tu n'as pas besoin d'abord de l'argent.
tu as besoin d'abord de l'imagination. Tu as besoin d'abord de l'idée. C'est l'idée qui engendre de l'argent. Je décide de commencer quelque part. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends le business, j'en fais mon business. Le fait de creuser les sables, de vendre le brick usagé. Après ça, je me tape un capital. Avec ce capital-là, je commence à vendre les jus, les lots. Je les vendais dans les écoles. Et tout ça, ce n'était qu'après avoir cherché aussi de l'emploi. Je cherchais à cette époque-là, il y avait des vendeurs mobiles, des cartes. Il y avait, je vais pas citer les compagnies de télécom qu'il y avait, mais c'était des anciennes là. Je peux dire les Celtel parce que ça n'existait plus. Celtel et tout. Il y avait des gens qui vendaient ces cartes-là. Ils étaient habillés en tablier. Ouais. Et c'est le travail que j'ai cherché à l'époque. Il n'y en avait même pas. Il n'y avait pas de place pour moi. Et j'ai accepté de faire ce que je faisais là, pourvu que je puisse abandonner ces travaux-là petit à petit. Je commence par ça. Lorsque je me tape un capital, j'abandonne. J'entre dans un autre business. Je l'ai fait. Lorsque je me tape un capital, j'abandonne. Je vais dans l'autre. Et c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai commencé à vendre le jus au croisement Wakading-Bokassa. J'étais là, j'ai mon code 10 francs paquet 240. Je le disais, Namon Obélé là. J'ai mon code 10 francs paquet 240. Il arrivait que mon père est passé par hasard là, il m'a trouvé en train de vendre. Il m'a dit, mais toi, c'est ce que tu fais. J'ai dit, oui, c'est ce que je fais. Mais comment? Il avait son képi, il a enlevé son képi. Il m'a donné le képi. Mais non, j'ai dit, non, papa, c'est pas grave. J'ai déjà accepté de faire ça. J'accepte de souffrir pour construire ma vie. Toi, tu as construit ta vie. Je construis aussi la mienne. Il avait très mal. Et puis, il devait passer parce qu'il était des passages. Il devait passer, il devait partir. Et j'étais tellement conscient de ce que je faisais. Vous avez dit, oui, l'adolescence et tout. Je les vivais. Mais j'avais décidé, si je serais rejeté de tous, si on ne va pas m'aimer par des copines, si on ne va pas, c'est pas grave. Et je savais que j'ai une vision pour ma vie. Je sais là où je vais. J'étais D6. J'avais besoin d'une licence. J'avais besoin de mon graduat. J'avais besoin de travail. J'avais besoin de développer mes activités. Mais il fallait commencer quelque part. Et j'ai accepté de commencer quelque part. Après ça, lorsque je fais ça, j'ai quitté le business de vente de jus. Ça m'a donné un capital pour commencer avec $75 le business de vente de téléphone. Il y avait un papa qui faisait Dubaï, Chine à cette époque-là. J'ai donné $75 qui est allé m'acheter 3 téléphones Siemens A35, Siemens A35 à cette époque-là. Et j'ai commencé à vendre les téléphones. J'ai quitté maintenant les ventes de jus. Je commence à vendre des téléphones. Avec les téléphones, ça m'a donné aussi encore le capital. J'ai développé, j'ai diversifié. Je commence à vendre le Big Pic. On appelle ça cristal. Je commence à vendre le Big Pic. Mais c'est fait qu'au grand marché, là où j'étais, on m'a tout volé. On m'a volé. Je suis entré dans Cadet Ouil et l'Arababus. J'entre comme ça. Je me rends compte que le sachet de téléphone, parce que j'avais développé mon business, j'avais des 3 téléphones, j'avais déjà 21 téléphones. Et je venais de récupérer ça sur Louvre, auprès du papa qui venait de Chine. J'ai récupéré ça. J'avais mon carton de Bic. J'allais vendre au marché Mokali, au marché sur la route Mokali, à Tchangou là-bas. Pendant que je me précipitais pour entrer dans un taxi, on vole les téléphones. Moi, je ne m'étais pas rendu. Lorsque je m'assieds là, je me rends compte que tous les téléphones sont partis comme un bébé. J'ai commencé à pleurer là parce que c'était tous mes efforts. C'est grâce à ça que je me disais, je vais quitter. J'étais en train de faire des transitions vers des transitions. Et avec ça, je n'ai pas pu poursuivre parce que mes téléphones, c'était tout mon capital. C'est ainsi qu'il fallait que je recommence encore. Et pour recommencer, il fallait accepter que je commence avec un travail où j'étais porteur, où je devais gagner $30. Retour à la case départ. Oui. Donc, vous allez constater que je n'étais pas, même si j'étais ébranlé, mais je voulais commencer quelque part, même si le travail était très ridicule. Mais je sais qu'avec ce travail, j'aurai encore un capital qui va me permettre de me relancer. Et vous avez quand même échoué dans ce travail très ridicule, malheureusement. Oui. Et je ne regrette rien. Parce que c'était un passage. J'en ai beaucoup appris. J'ai appris l'endurance. J'ai appris ce que c'est la détermination. J'ai appris ce que c'est la honte. J'ai honte de rien, moi.
Je n'ai honte de rien. Je ne veux que la détermination et le courage. Et c'est ce que je conseille toujours aux jeunes. Quand tout le monde te trouve de fou, quand tout le monde trouve que tu es en train de te perdre, quand tout le monde pense que tu es en train d'aller faire des histoires comme ceci, tu n'as plus d'amis. Et les amis qui étaient là se moquent de toi. Et toi, tu vas parce que tu as une vision, tu as une détermination. Et c'est de là que j'ai commencé à grimper. Lorsque le magasin ferme, on résilie les contrats, soi-disant parce que je fais des manquants. J'ai défié encore les propriétaires pour dire je n'ai pas fait des manquants, je peux vous le prouver. Ils avaient résilié le contrat. Moi, j'ai dit je ne vais pas accepter cette résiliation, sinon je vais porter plainte. Sinon, laissez-moi vous prouver que je n'ai pas fait des pertes. Et il y avait un débat. Alors, ils m'ont invité à la société Café Carluca pour que je puisse maintenant soumettre des preuves. Soumettre mes preuves. Lorsque je venais, ce n'était pas pour soumettre mes preuves. C'était pour que je signe un contrat où j'étais devenu superviseur de la vente mobile de toute la ville de Kinshasa. Ah bah super. Et c'est là je commençais. Là, je suis D6. Après 2 ans, pendant tout ça, j'apprends Excel, j'apprends Word, je fais des petites formations qui me permettent d'être efficace au travail où j'étais. Après ça, je m'inscris, je fais mon graduat. Après mon graduat, je fais ma licence. Et c'est dans cette entreprise où j'ai passé 15 ans. J'ai gravi tous les échelons jusqu'à ce que j'étais presque la 3e personnalité de l'entreprise où j'ai géré les finances, j'ai géré beaucoup de choses. J'ai participé dans les réunions commerciales, un peu tout ça. C'est comme ça que j'ai été construit. Et je ne regrette rien. Et avant que nous ne passions, en fait, puisque je sais que c'est tout un parcours, et là, après, justement, ces 15 ans d'expérience dans le service public ou privé? Privé. Il y a beaucoup plus encore des choses dans le public, puisque oui, il y a 6 ans qui s'en suivront. Mais votre entourage en pensait quoi, en fait? Ils revenaient à petit feu, ils vous donnaient raison, finalement, ou bien ils ont gardé leur position? Bon, c'est comme je vous ai dit, je vais vous répondre parce que vous avez posé la question. Moi, vraiment, l'entourage, ça ne me dit rien. D'accord. Moi, l'entourage, excusez-moi, ça peut choquer, ça peut faire quoi, mais l'entourage, ça me dit rien. Son entourage, ça peut être sa famille, ça peut être sa femme, ses enfants. J'ai dit, lorsque je suis déterminé à faire quelque chose, l'entourage, lorsque je suis déterminé, je suis convaincu, je l'ai en moi, l'entourage ne représente rien. Ne dit rien. Okay. Parce que je sais que je vais aller, je vais réussir et le même entourage sera fier. C'est ainsi que même avec Métamorphose, c'était quelque chose pour lequel personne ne croyait. Je disais, je vais aller, on va réussir. Et c'était comme ça. L'entourage, par expérience, si tu veux écouter l'entourage, 90%, 80% vont te décourager. 90%, 80% vont te décourager. Oui, il y a certains qui pensaient que j'avais perdu la tête. Oui, il y a des amis qui se moquaient de moi. Oui, la moquerie, je l'ai vécu. La moquerie, je l'ai vécu. Surtout des femmes. Je l'ai vécu. Des amis, je l'ai vécu. C'est ainsi que, de part, le docteur Atom se dit, plus tu montes, plus tu seras seul. Oui. Et de part, déjà, cette préparation-là, je m'étais déjà préparé, je me suis déjà préparé au fait de rencontrer l'adversité, de rencontrer des gens qui te combattent, de rencontrer les gens qui ne croient pas en toi, de rencontrer tout ça. Je sais, mais à partir du moment où je suis convaincu de là où je vais, les avis des gens importent peu. Vous dites souvent, quelquefois, on s'écarte de sa destinée parce qu'on écoute tout le monde. Oui. Ça adhère un peu plus à votre credo de la vie. Oui. Oui. Et donc, Métamorphose aussi est un petit peu issu de ça. Oui. Mais est-ce que toutes les fois, quand on écoute notre entourage, c'est forcément parce qu'ils sont contre nous ou c'est juste des orientations ou ça, on doit avoir un esprit subtil pour juger une orientation qui est une affirmative ou négative? Il faut d'abord maîtriser ce qui t'anime. Il faut d'abord maîtriser ce qui t'anime, ce qui te pousse à consulter les autres. Il faut d'abord savoir ça. Si tu maîtrises ce qui te pousse à consulter les autres, alors tu seras sur tes gardes et tu sauras comment avancer. Vous comprenez?
Je ne vais pas dire que je consulte pas les gens, mais j'ai dit les avis des personnes externes comptent moins. D'accord. Vous comprenez? Ok. Les avis comptent moins. Donc, je peux consulter, mais le taux, le pourcentage de cet avis-là dans mes prises de décision, ça importe peu. Il peut arriver que tes avis, ton observation soit efficace. Je reste objectif. D'accord. Je vais le prendre, je vais l'intégrer dans ce que je fais. Mais de manière générale, c'est laisser exploiter par les avis des autres va même te faire perdre la vision de ce que tu veux faire. Parce qu'il faut savoir que c'est toi qui es le porteur de la vision. Il faut savoir que c'est toi qui sais. C'est toi qui sais où tu veux aller. Alors, écoute les autres, mais que ça ne t'éloigne pas de ce que tu veux. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça. Les avis, c'est bon. Les avis, ça compte. Mais les avis ne comptent pas trop plus que c'est que. C'est pourquoi j'ai dit souvent, autant on a le temps pour suivre 90 minutes pour suivre le match, 2 heures pour suivre plus de prolongations et tout, autant on doit avoir ce nombre de minutes-là pour s'asseoir, réfléchir à sa vie avec un stylo et un papier. Comment je dois faire pour atteindre mes objectifs? Parce que ce n'est pas une génération spontanée. Ça ne viendra pas comme ça. En parlant de génération spontanée, justement, ça nous fait passer à notre prochaine étape. Votre proximité avec la jeunesse, c'était quoi les motivations? Ma proximité avec la jeunesse, c'est d'abord, j'aime la jeunesse. Dès mon parcours, j'étais responsable de la jeunesse à l'église où j'étais. J'ai longtemps travaillé avec les jeunes. J'étais responsable du groupe d'adoration. Longtemps travaillé toujours avec les jeunes. Il s'est fait que, après que j'ai quitté le secteur privé, j'étais conseiller financier du ministre du Tourisme, conseiller financier du ministre de la Jeunesse, après conseiller en charge d'entrepreneuriat de jeunes. C'est au niveau du ministère de la Jeunesse que s'est développé cette empathie, cette passion, ce désir ardent de communier avec la jeunesse. D'accord. Parce que j'estimais que, après les avoir beaucoup entendus en tant que conseiller, je les recevais à tout moment. Après les avoir beaucoup côtoyés, je vais souvent vers les jeunes. Je n'attends pas que les jeunes viennent souvent vers moi. Après les avoir côtoyés, j'avais décelé beaucoup de choses pour lesquelles je possédais, mais qui étaient, en fait, qui n'existaient pas en eux. Alors, j'ai dit, c'est vrai, j'ai construit ma vie avec ce dur labeur, comme ça, avec beaucoup de détermination. Et cette expérience, ce temps que j'ai eu à construire ma vie m'a donné une certaine expertise. Et désormais, j'ai dit, cette expertise, je l'offre à la jeunesse. Et je me rends disponible à la jeunesse pour les transmettre toutes les notions que j'ai apprises en termes de marketing, toutes les notions que j'ai apprises en termes de leadership, toutes les notions que j'ai apprises en termes de la commercialisation des biens et services, toutes les leçons que j'ai apprises en termes de management. Et même d'expérience personnelle. Même mes expériences personnelles. Pour que certains qui traversent peut-être le même moment, le même histoire avec moi, peuvent se retrouver et chercher à tirer une inspiration afin de construire leur vie aussi. C'est de par cette intuition-là, ce désir-là que j'ai et je garde et j'ai dit jusqu'à la fin de mes jours, je le ferai pour la jeunesse de mon pays. Même quand vous serez vieux. Même quand je serai vieux, je le ferai pour la jeunesse de mon pays. Tout à fait. Alors, avant de parler tout de suite de métamorphose, déjà avant de parler du 2, mais nous allons un peu revenir en arrière. Je sais qu'il y a 15 ans dans la vie privée, 6 ans dans le travail public, au total 21 ans d'expérience. Est-ce qu'on peut déjà commencer par donner 2 mots de motivation à cette jeunesse hésitante aujourd'hui qui est prête à abandonner les armes au prix d'un seul refus? 2 mots. Si je dois dire 2 mots à la jeunesse. En dehors du courage et de la détermination. Oui, en dehors du courage et de la détermination, je leur dirais, il faut mettre dans la tête qu'il n'y a personne qui puisse développer votre vie que vous-même. Il n'y a personne. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman.
papa, maman, grand frère, grande sœur, tante et oncle, ils ne font que vous placer dans une certaine trajectoire. Le reste, c'est vous-même. Le reste, c'est à vous. C'est à vous de faire. Donc, ceux qui ont la grâce d'être recommandés, ceux qui ont la grâce que papa avait déjà fait ceci, ils trouvent le nom de papa existe déjà. Bravo. On acclame, bravo à eux. Mais je parle à ceux qui doivent construire leur vie. Construire votre vie dépend de vous et non de personne d'autre. Et vous pouvez commencer du plus petit et vous allez monter. Le fait de commencer plus petit ne veut pas dire que vous allez rester plus petit. Lorsque vous commencez plus petit et que vous avez la vision de là où vous allez, ça c'est un détail. Vous allez arriver. Ça c'est Donc, vrai. c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas commencer plus petit. Aujourd'hui, mon premier salaire était de $30. Ma première maison, lorsque j'ai pris mon studio pour louer, j'étais jamais capable de prendre un studio où je pouvais louer $25. J'ai payé $5 avec l'ami. Jusqu'à ce que j'ai commencé à monter 7.5, 12.5, 10, 12.5, 15, 20, 25 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudrait oser. D'accord. Ça, c'est très important. Le pleurnicheur n'a pas droit à la vie. Tu pleurniches, tu n'as pas droit à la vie. Ok. Tu te plains, achète-toi un cercueil, va t'enterrer. Là, tu n'as pas droit à la vie. C'est brutal quand même et c'est méchant. Non, c'est pas brutal. C'est pas brutal et c'est pas méchant. D'accord. C'est une orientation. Ok. Écoutez-moi. Le Congo, notre pays, est en pleine construction. Vous comprenez? Il faudrait une philosophie pour la construire. D'accord. Et cette philosophie-là voudrait assez que nous puissions nous dire que je suis le premier acteur pour la construction de ma vie, pour le développement de ma vie. Si moi je pense comme ça, si toi tu penses comme ça, si lui pense comme ça, si elle pense comme ça, nous allons développer notre communauté. Tout à fait. On ne va pas reposer toute cette charge seulement aux politiques. Je sais, quand c'est plaignant, les gens aiment envoyer la responsabilité aux politiques. Les politiques, un autre jour, je parlerai des politiques. Les motivations, l'inspiration, d'où vous est venu justement pour instaurer ce nom Métamorphose au mois de janvier, je me rappelle très bien. Ok. Métamorphose, d'abord pour ça, je dis souvent beaucoup merci à Dieu. Je disais, j'ai de l'estime souvent pour cet homme de Dieu, c'est leader, un leader complet, le docteur Atoms, qui, j'ai vu comment est-ce que Dieu est en train d'agir dans sa vie, comment il est en train de nous construire, de nous édifier. Je fais partie, je peux dire, de ses enfants, en fait. D'accord. Alors, à l'église, il parlait de métamorphose. Et il y a un département de services qu'il appelle métamorpho. Et lorsqu'il explique ce service-là, il dit que c'est un service où on est en train de transformer un croyant en disciple. Il dit qu'il faudrait qu'il y ait cette transformation-là. Ça, c'était lorsque nous sommes venus, nous avons commencé l'église. J'ai entendu parler de métamorphose la première fois. C'est vrai à l'école, mais dans le sens où il faudrait lier métamorphose à la civilisation, à la société, c'est les docteurs Atoms. Je laisse ça, je continue. Je suis souvent de séances de mentorat, de coaching à l'extérieur du pays. Alors je venais. D'ailleurs, je venais de vivre un moment particulier qui ressemblait toujours à Métamorphose. Là où j'étais, à Paris, pendant que je rentrais dans l'avion. Alors l'esprit me disait, mais ce que tu as vécu là-bas, tu ne penses pas que ton pays en a besoin? Tu ne penses pas qu'au Congo, on a besoin, non pas seulement de se rassembler pour un séminaire biblique, non pas seulement de se rassembler pour jouer de la musique, non pas seulement de se rassembler pour la comédie, mais se rassembler aussi pour se transformer. D'accord. Alors, je l'ai écrit sur mon papier, c'est en 2023, je pense. Okay. Je l'ai écrit sur mon papier. Et je disais, vous savez, quand vous avez une idée, vous devez avoir le temps pour le renchérir, pour le nourrir, pour faire ça. Et c'est comme ça que je commençais petit à petit à nourrir, à voir quel est le concept, qu'est-ce qui va aller avec et tout et tout.
Et il n'y avait pas d'autre mot que métamorphose. Et il fallait que mon père, le docteur Atops, puisse être là, accompagné dans ça. Et c'est ainsi que nous avons échangé aussi avec lui, et tout, qui a compris aussi les concepts, et tout. Et ce fut toute une réussite. Et ce fut toute une réussite dans un contexte où Goma venait d'être pris, dans un contexte où il y avait la pluie, dans un contexte... Et je vous dis que nous avons eu 6 000 inscrits. D'accord. 6 000 inscrits. Et je suis désolé pour les gens qui n'ont pas pu entrer. Mais nous disons, déjà j'annonce que cette fois-ci, même les esplanades du centre culturel... Oui, c'est déjà une occasion justement de balancer les nouvelles dates. Oui. Alors, après la première édition qui s'est tenue le 30 janvier au Centre culturel des pays de l'Afrique centrale, à votre demande, à la demande de la jeunesse, nous avons réfléchi sur la deuxième édition qui se tiendra déjà le 26 juillet, le samedi 26 juillet, au même lieu, c'est-à-dire au Centre culturel. Donc, pratiquement un mois. Dans un mois. Ouais. Donc, et nous serons là. Là, nous allons parler... Non, je vous cache... je vous cache la thématique et venez nombreux pour que, ensemble, il est temps qu'on puisse transformer notre façon de voir. Le problème du Congo, le développement du Congo va passer premièrement par les changements de la mentalité, par les changements de perception de choses. Et nous devons absolument nous y investir. Parce que vous n'avez qu'à voir comment les gens conduisent. Vous n'avez qu'à voir comment les gens travaillent dans l'administration publique. Vous n'avez qu'à voir comment les gens se comportent, politiques soient-ils. Vous n'avez qu'à voir comment les choses se passent. Vous n'avez qu'à voir la classe politique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème sérieux. Et ce problème-là, c'est le Congolais. D'accord. Le problème du Congo, c'est le Congolais. Et si nous, jeunes, on sait se mettre ensemble pour redéfinir la façon dont il faut voir les choses, et je pense que quelque chose de capital sera déjà fait. Quelque chose de capital sera fait. C'était là le mot de fin de monsieur le directeur général du Fonds spécial pour la promotion l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, monsieur Joseph Mbouymoukedi, qui nous a fait l'honneur de passer sur ce plateau. C'est pour la première fois, j'espère que ça ne sera pas pour la dernière fois. Merci surtout pour cet échange fructueux. On n'a pas fini, c'est la fin de la 3e étape. Mais restez avec nous parce que oui, Face to Face, c'est tout de suite. C'est l'avant-dernière étape de cette chronique, mesdames, messieurs. Si vous prenez en cours, vous êtes scotché sur le canal 37 TNT, 609 Bleu OTT, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, dans sa chronique Mosaïque. Et je suis Daket Odoua, très contente surtout de vous accompagner au long de ces 45 minutes. Alors, c'est Face to Face où nous allons soumettre notre invité à un questionnaire assez choc et il sera obligé de dire la vérité, rien que la vérité. Vous faites le serment de ne dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, alors je sais qu'il y aura un jingle qui va être balancé en bas, justement pour accompagner ce moment. Monsieur Joseph, vous êtes prêt? Je suis prêt. Vrai ou faux, vous avez été empoisonné, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, mais depuis que vous avez accédé au nouveau poste. Mais quand je parle de nouveau poste, je vois le secrétariat national et la direction générale. Vrai. Merci. Vous n'avez juste besoin que de ça. La deuxième question va un peu dans le sens fraternel ou soit dans le carcan familial. Vrai ou faux? Votre père n'a été fier de vous que quand vous avez été nommé secrétaire général ou national ou directeur général. Faux. Nos sources ne nous ont pas menti. Il n'était pas trop d'accord avec votre parcours, ça c'est vrai, mais il a été beaucoup plus ému quand il a su que vous avez accédé à des postes un peu plus influents. Vrai ou faux? Vous dites plus ému. Là, vous avez changé. Je refais ma question. Oui. Vrai ou faux? Papa n'a été fier de vous que quand vous avez été nommé directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entreprise. Je dis faux. Parce qu'il n'avait été fier de vous que. Donc là, c'est faux. D'accord. Vous ne direz pas que vous avez accompagné pendant que vous cassiez des pierres.
Oui, avant que je ne sois directeur général, j'étais conseiller déjà du ministre. Donc ça changeait déjà de perspective. Ça changeait déjà. Okay. Avant que je ne sois conseiller du ministre, j'étais déjà une certaine personnalité dans le secteur privé okay. où je l'avais aidé à vendre certains de ces véhicules d'entreprise. C'était par mes contacts qu'il accédait à certains marchés et tout. Donc, il était déjà oui, c'est faux. L'avant-dernière question, soit la dernière question avant que nous ne parlions les preuves de ce que nous disons. Monsieur Joseph, vrai ou faux, êtes-vous impliqué dans une affaire de vol et de viol? C'est faux. Nous avons des preuves. Oui, sortez-les. Le 26 juillet, c'est Métamorphose. Oui. Et il y aura des vidéos de vous qui vont circuler toutes les rues. Vous êtes prêts? Oui. Vous allez juste vous retourner un petit peu, parce que nous allons balancer justement la vidéo de vous impliqué justement dans cette affaire de viol et de vol. Jamais. D'accord. Ça n'arrivera jamais. Bon, j'ai t'envoie cette petite vidéo pour témoigner un peu de la personne que vous êtes. Vous êtes un frère à moi, vous êtes un ami et quelqu'un de bon cœur. Je sais que vous avez un leadership fort et clairvoyant. Je peux le témoigner, je vous ai vu de vos débuts professionnels jusqu'à ce jour. Je peux en témoigner que vous faites preuve de compétences, de leadership éclairé et d'une clairvoyance hors pair. Nos discussions toujours riches en contradiction, ce qui fait même la beauté de la dialectique. J'aimerais ainsi dire que vous êtes l'avenir de ces pays. Vous êtes l'avenir de ces pays et continuez ainsi, continuez à encadrer les jeunes, à les promouvoir comme vous le faites déjà si bien. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, juste témoigner que vous êtes un grand homme pour ce pays. La RDC peut être fière de vous, fière du combat que vous êtes en train de mener actuellement pour promouvoir les jeunes dans les volets de l'entrepreneuriat. Et toutes de bonnes choses et à très bientôt. Bon, Alors, Monsieur Joseph, qui c'est? Pascal Mwamba. Et quel effet ça vous fait de le voir en train de vous exprimer autant de reconnaissance? Ça fait, on s'est connus avec lui en 2007. Ok. C'est le combat, c'est l'UDPS qui nous a mis ensemble. Il était de la Fédération de l'Afrique du Sud. Au moment le plus chaud, là, quand on tuait les combattants. Et moi, je faisais le relais avec la diaspora. C'est moi qui prenais les images ici. Okay. C'est moi qui les envoyais et tous. J'étais avec les Daniel Lusango, les Roselyne Bombo. Ils étaient nombreux là. Et Patrick Kankou, qui était président de la Ligue des jeunes Benelux. Et on a vraiment travaillé en ces moments-là. Jusqu'en 2011, on nous vole la victoire. En 2012, je prends les images. La plupart des images que le VPM Jacquemin avait dans son syllabus, quand il fallait qu'il aille, il voyage pour aller. À cette époque-là, on avait arrêté même à l'aéroport quand il voulait voyager avec des preuves des violations. La plupart venaient de moi, parce que c'est moi qui avais donné au président de la Ligue des jeunes Benelux, Patrick Kankou. Patrick Kankou lui avait donné ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a envoyé, je parle de 2007. Hein. Okay. Donc quelqu'un qui sait, il a chaque étape du parcours. Vécu, oui, il a vécu. Et jusqu'aujourd'hui, on est très en contact avec lui. Comme il a dit, on a des débats politiques, on peut avoir des divergences et tout et tout. Mais on se comprend dans ça. Et jusqu'aujourd'hui, on est en très bonne relation. Très bonne relation. Et ça me va droit au cœur. Et on a raté une larme. Ça me va droit dans ce qu'il a dit. Ça m'encourage
quelquefois, même si on n'a pas quoi, comme j'ai dit, les avis des autres, tout, mais quelquefois les encouragements vous donnent un peu plus d'énergie et d'essence pour que vous puissiez alors foncer. Ça fait toujours du bien, ça démontre aussi que tu es dans la bonne voie. Merci beaucoup et nous espérons avoir atteint notre objectif. Surtout, l'objectif ultime, c'était de voir une larme couler malheureusement, mais nous savons que le cœur en soi a déjà exprimé sa reconnaissance et sa gratitude. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. C'est la fin de cette avant-dernière étape, mais restez avec nous parce que oui, c'est moment d'humour et c'est tout de suite. C'est la fin, justement, pendant cette étape, la dernière étape de cette chronique, mesdames, messieurs, où nous allons faire le zinzin avec notre invité à une carrure assez sérieuse, mais qui va nous faire rire. Il va essayer de nous faire rire. Je sais que beaucoup voudraient le voir dans ce carcan d'humoriste. Peut-être qu'il a ses compétences, qu'il ne l'a jamais prouvé. Nous allons essayer d'expérimenter sur ce plateau. Monsieur Joseph, c'est à vous. Donc, vous êtes terrible, là. Un gros défi. Oui, un gros défi. Tellement que je ne suis pas habitué à faire rire et tout, comme ça. Mais je suis quelquefois comique, comme vous le dites. Il y a une histoire qui m'a souvent fait rire, c'est l'histoire de mon fils. Tellement que je travaille beaucoup. Un jour, il vient, il me dit, papa, mais pourquoi le papa d'Eldad, quand il rentre à la maison, le soleil lui attend? Mais quand toi, tu rentres le soir, le soleil est déjà parti. Il m'a fait rire ces jours. Carrément, ouais. Oui. Les réflexions des enfants. Dernièrement, pour me faire voir qu'il a grandi, ça c'était 3 ans avant, il me dit, papa, quand tu sors, il faut me dire que tu vas venir la nuit. Ne me dis pas que tu vas venir le soir. Parce que le soir, le soleil est encore orange. Mais la nuit, on ne voit même pas. On ne voit plus rien. Le soleil, il fait noir. Alors, il vaut mieux me dire que tu vas rentrer la nuit. Ne me dis pas que tu vas rentrer. Carrément. Le soir. Et ça m'a beaucoup fait rire et j'ai vu combien il a grandi. Il a grandi et il sait vraiment faire une différence. Ah bah oui, j'espère que vous aussi de l'autre côté, ça vous a un petit peu dégourdi, oui, parce que cela annonce la fin de cette chronique, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Joseph, surtout pour votre passage dans cette chronique. 45 bonnes minutes avec vous nous a nourri encore de beaucoup plus d'espoir et surtout de beaucoup plus de nouvelles manières justement d'appréhender la vie. Okay. Et ça, c'est très important. Nous vous disons merci et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Okay, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est la fin justement de cette mosaïque qui vous a rencontré au long de ce 45 minutes. C'était le 17 juin. C'est fait pour moi un plaisir de vous avoir présenté cette chronique. J'espère vous retrouver prochainement, comme j'ai l'habitude de le dire, avec le même plaisir, sur la même chaîne, à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye.